Bonjour, chronique livre mais essai aujourd'hui avec un assez petit ouvrage qui s'intitule Kamikaze, sous-titré 25 octobre 1944, 15 août 1945. Il est dû à Constance Sereni et Pierre-François Souiry et il est sorti aux éditions Flammarion dans la collection Au fil de l'histoire. Les kamikazes, à l'instar du seppuku, qui leur est éventuellement associé et sans doute bien trop légèrement, font partie de ces problèmes à forte connotation, de ces emblèmes, à forte connotation symbolique qui en sont venus à caractériser le Japon auprès des non-japonais, presque instinctivement. Ce phénomène étonnant n'a guère tardé à véhiculer des connotations qui lui sont propres. Ainsi, on en fait souvent l'exemple typique du suicide altruiste au sens de Durkheim, qui ne pouvait certes lui-même en avoir conscience en 1897, date de la parution de son célèbre ouvrage. De manière plus générale, le mot même de kamikaze, que les Japonais n'emploient d'ailleurs pas forcément ou pas avec le même sens, j'y reviendrai, a intégré le lexique des langues occidentales, y compris, voire avant tout, le lexique populaire, disons. Et mine de rien, cela n'arrive pas si souvent. Pour autant, s'il est une chose dont tant le vocable que ses emplois conventionnels témoignent, c'est sans doute d'une incompréhension fondamentale à l'égard de ce phénomène très ponctuel, mais qui a durablement marqué les esprits. Finalement, il ne s'agit pas forcément tant d'une question factuelle, même si c'est bien sûr la base de toute autre interrogation, que d'une question de représentation. Et c'est peut-être là que se situe le problème, car les représentations sont fluctuantes, et même plus que cela dans le cas présent. De part et d'autre du Pacifique, kamikaze, même sans tenir à la référence la plus précise aux événements de 1944-1945, ne signifie au fond pas du tout la même chose. À cet égard, l'incompréhension est peut-être d'une certaine manière renforcée, propice au jugement de valeur parfaitement arbitraire et détaché des faits comme de leur interprétation raisonnée, même si jamais totalement assurée. Bien sûr, il y a une part essentielle de fascination dans toute étude de ce phénomène hors norme, une fascination morbide, une fascination néanmoins, et je n'y échappe certainement pas, bien au contraire, je plaide coupable. Mais cette fois, c'est sans doute dans l'ordre des choses, car les kamikazes, dans leur dimension symbolique, ont sans doute été appréhendés et même conçus dès le départ comme un récit médiatique saisissant, qu'on le considère avant tout poignant, inspirant ou terrifiant. En fait, toutes ces dimensions, et d'autres encore, doivent probablement être associées. Les kamikazes n'ont rien d'unilatéral, même s'il serait tentant de s'en tenir là. D'où me concernant la lecture de cet ouvrage, assez bref, très abordable, tout à fait sérieux néanmoins, ne pas se fier à l'accroche un peu putassière en couverture. Par ailleurs, le nom de Pierre-François Souiry, régulièrement croisé ici ou là, si je n'en ai lu pour l'heure que son excellente Histoire du Japon médiéval, Le Monde à l'envers, le nom de Pierre-François Souiry, donc, m'inspirait confiance. Ce fut aussi l'occasion de prolonger avec un exemple très concret et par ailleurs ponctuel d'autres lectures éventuellement liées comme La mort volontaire au Japon de Maurice Pinguet ou Mort pour l'empereur, la question du Yasukuni de Takahashi Tetsuya, deux ouvrages dont je vous avais déjà parlé, qui sont ici cités dans la bibliographie d'ailleurs et sans vraie surprise. En fait, un problème se pose d'emblée concernant le simple vocabulaire utilisé. En français, et dans beaucoup d'autres langues en dehors du Japon, nous parlons donc de kamikaze. La signification de ce vocable découle des deux mots, les idéogrammes ou kanji, japonais ainsi associés, kami qui désigne, pour faire simple, les esprits ou les dieux, et kaze qui signifie le vent. Donc, kamikaze signifie vent divin. Et très concrètement, cela renvoie à une anecdote historique portant sur les deux tentatives d'invasion du Japon par les Mongols à la fin du XIIIe siècle. Deux échecs où, selon la légende, la météo eut sa part, puisque des typhons ont balayé à chaque fois la flotte des envahisseurs. À proprement parler, c'est donc ceci qui est le vent divin, comme une confirmation éloquente de ce que le Japon est le pays des dieux et que les dieux ne manqueront pas de venir à son secours en cas de tentative d'invasion étrangère. Rappelons que le Japon n'a jamais été envahi avant 1945. Il ne s'agit pas cependant de se reposer sur ce mythe. Aide-toi, le ciel t'aidera, dit-on par ici, et finalement il y a de cette idée au Japon également, car les combats acharnés des samouraïs du XIIIe siècle ont eu leur part essentielle dans la défaite des Mongols. Il n'y avait pas que le vent divin. Le lien avec la situation du Japon en 1944-1945 se fait donc tout naturellement à ces différents niveaux. Les Japonais utilisent parfois le mot kamikaze, et on retrouve bien sûr le lien avec l'anecdote du vent divin. En fait, c'est surtout la presse, à laquelle il faut adjoindre la propagande cinématographique, actualité ou film de fiction, qui à l'époque avait employé ce terme et avec cette prononciation, c'est-à-dire la lecture kun, ou proprement japonaise.
Or, l'armée lisait plus souvent les mêmes kanji avec la lecture on ou sino-japonaise, soit shimpu. Le sens global reste peu ou prou le même, mais il s'accompagne en même temps de connotations différentes. De manière générale, la lecture on est souvent perçue comme plus sophistiquée, élégante, cultivée, etc. que la lecture kun, mais il semblerait aussi qu'on ait trouvé en l'espèce cette prononciation plus martiale. D'emblée donc, le terme kamikaze existe, mais sans être le terme courant. D'autant qu'il s'agit d'une sorte de licence poétique. Le terme officiel pour désigner ce que nous nommons kamikaze n'a en fait rien à voir et est autrement prosaïque. On parle de Tokubetsu Kogekitai, souvent abrégé en Tokkotai, ce qui signifie unité d'attaque spéciale. Encore aujourd'hui, c'est le terme employé par les Japonais, qui ne recourent guère à kamikaze ou shimpu, si ce n'est pas totalement inenvisageable. Et on pèse ici le poids des connotations. D'autant qu'un dernier aspect doit sans doute être mentionné, et qui est l'emploi contemporain du mot kamikaze par les occidentaux, etc. Dans nos médias, il n'y a rien que de très normal et parfaitement logique à qualifier de kamikaze tel terroriste islamiste qui se fait sauter au milieu de la foule, a fortiori tel autre qui use d'un avion comme d'une arme en se précipitant sur le World Trade Center. Pour les Japonais, cependant, pareille assimilation ne coule pas du tout de source, et les laisse souvent perplexes, semble-t-il, et au mieux, car cela pourrait même aller au-delà, jusqu'à l'affect, le sentiment le plus intime. Les kamikazes, ou plutôt les tokkotai, représentent pour eux une réalité précise, concrète et terrible, étendre le vocable à d'autres actions finalement bien différentes au-delà des similitudes apparentes ne fait pas vraiment sens. Le contexte de l'apparition des kamikazes est donc crucial, tout particulièrement aux yeux des Japonais. Le sous-titre de l'ouvrage en donne les dates précises. Les premières attaques kamikazes ont lieu le 25 octobre 1944, lors de la bataille des Philippines, mais il faudra certes revenir un peu en arrière. Et le phénomène se poursuit jusqu'au 15 août 1945, date de la reddition du Japon, ou en tout cas du discours de l'empereur l'annonçant. Moins d'un an donc, mais bien assez pour que le phénomène se développe et marque à jamais les mentalités au Japon et au-delà. Je ne vais pas entrer dans le détail des circonstances de la guerre du Pacifique, que j'ai pu évoquer dans d'autres chroniques, comme Mort pour l'empereur, la question du Yasukuni de Takahashi Tetsuya, Histoire politique du Japon de 1853 à nos jours d'Édith Dufourmont, ou le Japon contemporain de Michel Vier. Peut-être faut-il aussi mentionner, mais dans une optique un peu différente, car directement liée à la guerre et aux intérêts américains, Histoire du Japon et des Japonais d'Edwin Arashikawa et Le chrysanthème et le sabre de Ruth Benedict. Retenons cependant cet aspect essentiel, c'était une guerre perdue d'avance. Le plus fou dans tout cela est que l'état-major japonais en était parfaitement conscient. L'amiral Yamamoto, probablement le plus grand stratège nippon d'alors, l'avait signifié à maintes reprises et d'autres comme lui. Il y avait plusieurs raisons à cela, mais la principale était probablement d'ordre économique. Le Japon manquait de ressources, et à terme, sa production industrielle ou même sa simple mobilité en termes de carburant, etc., ne pouvait qu'en être affectée. Face au Japon, les États-Unis et leur puissance économique tout autre. Le seul espoir très mince de l'emporter face aux Américains impliquait d'avancer vite, très vite. Au moment T, le Japon dispose d'une meilleure flotte, avec des vaisseaux monstrueux dont le célèbre Yamato, brillant symbole de la supériorité de la marine impériale et outil de propagande de choix, sa perte n'en sera que plus traumatisante. Une flotte aussi supérieure en nombre, d'autant que la flotte américaine en face se partage bien sûr entre le Pacifique et l'Atlantique, et enfin d'une technologie remarquable. De même, il peut compter sur d'excellents avions, notamment les fameux Zéro, bien meilleurs que ceux des Américains alors, ou de toute autre nation à vrai dire, et dont les pilotes sont probablement les mieux formés de par le monde entier. Puisque les militaires ayant accaparé le pouvoir au cours des années 1930, contre toute raison, et pour certains d'entre eux absurdement confiants en la supériorité intrinsèque de l'esprit japonais, à même de surmonter toute difficulté, puisque ces militaires donc comptent bien s'engager dans cette aventure au mieux hasardeuse, pas le choix. Il faut profiter immédiatement de ces atouts. D'où l'assaut sur Pearl Harbor le 7 décembre 1941, destiné à porter d'emblée un coup fatal aux États-Unis, qui s'en remettront toutefois très vite. Et une conquête accélérée de ce que les Japonais appelleront la sphère de coprospérité de la Grande Asie orientale. Très vite, la quasi-totalité des possessions coloniales européennes dans la région tombe entre les mains des Japonais, qui en avaient déjà annexé quelques-unes auparavant, dont l'Indochine française en 1940, et les Alliés sont contraints de reculer partout. L'avancée fulgurante des troupes japonaises donne alors l'impression d'être irrépressible. Mais, à partir de la bataille de Midway, début juin 1942, à peine 6 mois après Pearl Harbor donc, l'armée japonaise cesse d'avancer et, bientôt, elle recule. Les prévisions de Yamamoto et de bien d'autres commencent à se vérifier, et nombreux sont ceux qui conçoivent d'ores et déjà que la guerre est perdue.
Elle durera pourtant encore 3 ans. Fait crucial, l'économie américaine permet de produire en masse des bateaux ainsi que des avions qui, non contents de rattraper le retard technologique initial sur le Japon, le dépassent bien vite, l'enfoncent même, et en termes quantitatifs, c'est encore plus saisissant. L'économie japonaise ne peut tout simplement pas suivre, elle ne dispose pas des ressources suffisantes pour ce faire. Les navires et avions que les Japonais produisent de leur côté sont toujours moins performants, moins fiables, au point où de nombreux avions trop hâtivement conçus présentent le risque de se désintégrer en vol, et de toute façon pas assez nombreux. Et il en va à vrai dire de même de leurs soldats, toujours plus jeunes, toujours moins bien formés, et tout particulièrement les pilotes en fait, en contraste flagrant avec la situation au début de la décennie. Bien sûr, les dirigeants de l'armée nippone ne sauraient tenir ce discours à leur propre peuple, civils ou militaires. Jusqu'au dernier jour du conflit, alors même que la réalité de leur situation se fait de plus en plus palpable, ils continuent de prétendre que la victoire est inéluctable, voire proche, et sont relayés par une propagande médiatique tout aussi confiante. Pourtant des revers sont notables et qui ne peuvent pas totalement échapper aux Japonais, mais ils sont systématiquement présentés comme ayant été prévus. En fait, ces prétendus revers font pleinement partie du plan qui assurera la victoire du Japon. Ne serait-ce qu'envisager la possibilité de la défaite est hors de question. La supériorité de l'esprit japonais ne le tolère pas. Mais sur le terrain, la réalité est tout autre. Les officiers savent sans doute, et très vite, que la défaite du Japon est inévitable. Dès lors, la tâche de l'armée évolue. Il ne s'agit plus de vaincre, mais de résister suffisamment pour imposer aux Américains de négocier la meilleure paix possible. La stratégie globale connaît dès lors des errances significatives, et à terme dramatiques, même sans évoquer pour l'heure la question des kamikazes. L'armée japonaise abandonne littéralement des dizaines, voire des centaines de milliers de ses soldats, à charge pour eux de mener avec leurs propres moyens une longue guerre de guérilla. Mais même l'opération Shaw, Victoire, dans les Philippines, en octobre 1944, tient pour une bonne part de la tentative de bluff. Il s'agit de leurrer les Américains quant aux troupes et aux moyens dont le Japon dispose encore. Ceci afin de leur faire peur. Et donc, car c'est bien le propos, de leur faire entendre que la victoire, même inéluctable, leur coûtera très très cher. Mieux vaut donc pour eux négocier au plus tôt et en des termes relativement favorables au Japon, lequel n'est plus en mesure d'espérer davantage. C'est justement alors qu'ont lieu les premières frappes kamikazes, à partir donc du 25 octobre 1944. Et c'est tout sauf une arme secrète. Son pouvoir de dissuasion tient pour une part essentielle à la parfaite connaissance de l'ennemi quant à ce dont il s'agit. Efficacité matérielle de la stratégie mise à part, j'y reviendrai, l'effet est d'une certaine manière atteint, et les Américains développent une véritable psychose des attaques suicides. Mais peut-être l'effet souhaité par les Japonais va-t-il en fait un peu trop loin? Le fanatisme que les Américains croient déceler chez les kamikazes pèsera sans doute d'un certain poids, quitte à ce que ce soit en guise de prétexte, dans la décision d'employer la bombe atomique à Hiroshima et Nagasaki. Car, face au mythe savamment entretenu des 100 millions de Japonais prêts à combattre pour leur patrie et leur empereur jusqu'à la mort, à l'instar de ces glorieux pilotes des missions suicides, se développe chez les Américains un mythe parallèle, celui des 100 000 vies américaines que le champignon nucléaire doit permettre d'épargner. Les kamikazes, par une cruelle ironie de l'histoire, sont finalement un symptôme plus qu'éloquent d'une nation aux abois que les militaires et autres dévots ultranationalistes poussent littéralement au suicide. La stratégie kamikaze telle qu'elle a été conçue et mise en place par l'amiral Onishi Takijiro, aussi horrible qu'elle soit, ne pouvait être dans son esprit qu'une solution ponctuelle, temporaire, ce qui faisait partie du coup de bluff plus global de l'opération Shaw. Mais en quelques semaines, au plus quelques mois, mais rappelons que moins d'un an s'écoulera entre le premier assaut kamikaze et la reddition du Japon, cette stratégie ponctuelle tend toujours un peu plus à devenir structurelle, à définir en fait une stratégie globale, systématique de l'armée et de la marine impériale. Les kamikazes devaient être une exception, des troupes spéciales, c'est leur nom, à proprement parler, mais l'éthique militaire japonaise en étant sans cesse la portée et le champ d'application. L'exaltation des kamikazes par la propagande joue tout d'abord du mode héroïque. Les kamikazes sont littéralement déjà des kami, et selon la formule devenue rituelle, ils se retrouveront tous au Yasukuni. Mais progressivement, cette représentation tend à s'effacer au profit d'une autre, qui en fait d'une certaine manière des Japonais comme les autres. Dès lors, tous les Japonais peuvent connaître leur gloire. Les 100 millions de Japonais seront autant de joyaux brisés en leur temps, autant de boucliers de l'empereur, autant enfin de fleurs de cerisier. Le symbole parfait de l'âme japonaise, la beauté d'autant plus saisissante qu'elle est très fugace et se réalise pleinement dans la mort. Les militaires endoctrinés, en même temps que responsables de cet endoctrinement massif, prônent bel et bien le suicide de la nation entière.
Les Japonais ne se rendent pas, seuls les lâches se rendent. C'est indigne des soldats de l'empereur. Les Japonais se battront donc jusqu'au bout, jusqu'à la mort. La propagande met en avant une culture tragique et souvent morbide du Japon ancien, qu'elle déforme forcément au prix de nombreuses simplifications d'ordre rhétorique. Il n'y a pas d'atavisme suicidaire au Japon. Mais on pioche bel et bien nombre d'anecdotes édifiantes dans les siècles passés, éventuellement dans le dit des Heike, etc., tandis que le Hagakure et d'autres œuvres du même genre fournissent l'arrière-plan philosophique de l'entreprise. Et les études nationales ont le vent en poupe, qui reviennent, avec l'intellectuel d'Edo Motoori Norinaga, inspiration essentielle, sur la culture autochtone millénaire du Japon. Un exemple éloquent ici, le nom des 4 premières escadrilles kamikazes, choisies par Onishi Takijiro lui-même, figure dans un unique poème waka de Motoori, définissant justement l'âme japonaise par la référence devenue incontournable à la fleur de cerisier. Tout ceci peut souvent se résumer en une idée simple. La belle mort rachète la défaite. La victoire au prix de compromission est une honte. Survivre à la défaite, une plus grande honte encore. Il faut mourir. En fait, mourir devient même désirable, pas seulement souhaitable, mais un véritable objectif. Les Japonais ne se battent plus pour vaincre, mais pour mourir. C'est totalement invraisemblable au plan de la stratégie militaire, mais c'est semble-t-il un fait constaté, dont parlait notamment Takahashi Tetsuya dans Mort pour l'empereur, la question du Yasukuni. Et c'est donc la nation entière qui, sur ces bases, doit se montrer prête à accomplir le sacrifice ultime, le plus beau des sacrifices, cet honneur incomparable consistant à mourir dignement pour l'empereur. Et qu'importe à cet égard, si un certain nombre de ces officiers si pointilleux quant à l'honneur et la gloire de mourir dignement, le moment venu, se montreront au-dessous de tout, fuyant en abandonnant leurs hommes un peu partout dans l'Asie et le Pacifique, se précipitant à la rencontre des Russes envahissant tardivement la Mandchourie pour être faits prisonniers sans combattre, ou, dans les premiers jours d'août 1945, abusant de leurs privilèges pour se livrer à un pillage en règle des ressources raréfiées au Japon même. Sans doute ne faut-il pas trop s'y attarder, ces comportements ne sont pas forcément significatifs, mais ne l'oublions pas pour autant. Bien sûr, l'idée même des kamikazes n'est pas apparue d'un bloc, surgissant comme par magie du képi de Nishi Takijiro, et la décision d'envoyer tant de jeunes hommes à la mort ne s'est pas davantage faite sur un coup de tête, elle a été mûrement réfléchie et guère aisée à prendre. Mais il faut à ce stade mettre en avant la singularité des kamikazes. Il ne s'agit pas dans leur cas d'une décision individuelle et sur le moment. Même si les kamikazes étaient tous censés être volontaires, nous aurons l'occasion de voir que ce n'était pas toujours le cas et que la pression sociale annihilait de toute façon tout libre arbitre en l'espèce, il n'en reste pas moins que les attaques suicides étaient planifiées et ordonnées par la hiérarchie militaire, et qu'il s'agissait délibérément d'envoyer des jeunes hommes à la mort sans la moindre possibilité de s'en tirer. Enfin, le phénomène, même envisagé d'abord de manière relativement ponctuelle, il deviendra bien vite structurel donc, avait par ailleurs quelque chose de massif dans ses implications stratégiques. Il faut prendre tout cela en compte, et c'est ici sans doute qu'intervient le problème mentionné plus haut quant à l'emploi du mot kamikaze dans tout autre contexte que celui du Japon de 1944-1945. Je ne prétendrai pas forcément que c'est systématiquement inapproprié, mais il faut bien peser cette spécificité historique. Bien sûr, la culture japonaise, éventuellement retouchée par la propagande, fournit nombre de précédents censément édifiants. À ceci près donc que ces précédents n'en sont pas toujours. Dans la litanie des samouraïs qui prennent leur propre vie par seppuku ou autrement depuis au moins les événements de la fin du XIIe siècle, voire les dits de Hogen, de Heiji et des Heike, la liberté de choix est certes régulièrement ambiguë, et l'on compte occasionnellement des suicides d'accompagnement qui deviennent des suicides de masse par ailleurs, des choses dont j'avais parlé en chroniquant la mort volontaire au Japon de Maurice Pinguet. Pourtant la situation de 1944-1945 ne correspond jamais tout à fait, même si cela relève d'une forme de casuistique. Les anecdotes édifiantes que les manuels scolaires, unifiés et contrôlés par l'armée, mettent toujours en avant, et avec un biais civique marqué, voire notamment le récit de la bataille de Dan-no-ura instrumentalisé, ces anecdotes donc sont de la partie, mais aussi des choses plus abstraites, relevant davantage de la philosophie, dont le Hagakure donc. Il y a bien là tout un substrat culturel qui a permis à l'idée des kamikazes d'éclore, mais il y fallait sans doute quelques précédents plus tangibles, témoignant d'une certaine évolution dans l'histoire récente du Japon. Or, il y en avait de ces précédents, même si fabriqués assez souvent. En fait, si l'on ne peut mettre de côté ce substrat culturel que j'évoquais à l'instant, millénaire, les sources véritables de la stratégie kamikaze n'interviennent qu'à partir du Japon de Meiji au plus tôt. Plus précisément, il faut s'arrêter ici sur la guerre russo-japonaise de 1904-1905.
Cette victoire nippone inattendue et qui a stupéfait le monde blanc a coûté extrêmement cher au Japon, dont les pertes en vie humaine furent autrement colossales que celles de l'Empire russe, même défait. La faute à des généraux bornés et incompétents qui n'attachaient aucune importance à la vie de leurs soldats. Sans doute y en a-t-il dans toutes les guerres, et en France on penserait peut-être plutôt aux tranchées une décennie plus tard. Mais cela allait plus loin. Il y avait l'idée que ces soldats pouvaient être sciemment envoyés à la mort et devaient composer avec ce fait. Nul programme d'ampleur alors, nul projet franc du collier à cet égard, mais déjà une conception qui nous rapproche des kamikazes. D'autant peut-être que le sanctuaire du Yasukuni gagne approximativement à cette époque sa portée cultuelle autant que symbolique. Ce n'est plus la guerre de Boshin, ni même la première guerre sino-japonaise, déjà significative pourtant, et le Shinto d'État est davantage constitué. En 1932, les choses deviennent plus marquées. Lors d'un court conflit suivant de peu l'invasion de la Mandchourie l'année précédente, les Japonais attaquent et bombardent Shanghai. S'y illustrent 3 soldats du génie qui, le 22 février, usent d'un dispositif très artisanal, en gros une bombe au bout d'une longue pique de bambou, pour percer les fortifications chinoises, avec succès. Mais ils se sont lancés dans cet assaut en sachant très bien qu'ils ne pouvaient pas se protéger de la déflagration. Ils mourraient forcément. Le caractère volontaire de cette attaque est, semble-t-il, assez douteux, mais il a été mis en avant par la presse, et l'histoire a retenu les noms des 3 soldats, Yoshita Takeji, Kitagawa Joe et Sakue Inosuke. On les appelle collectivement les 3 héroïques bombes humaines ou balles humaines. C'est une pure construction propagandiste, coordonnée par l'armée et les médias, toujours avides de beaux récits de guerre. Ceci également compte dans la genèse du phénomène kamikaze. Puis nous passons au 7 décembre 1941, l'attaque de Pearl Harbor. L'assaut ne se limite pas au bombardement de la base par les avions japonais. Il implique aussi des minuscules sous-marins dits de poche, au nombre de 5, et comportant chacun 2 membres d'équipage. À la différence des aviateurs, ces sous-mariniers savent qu'ils n'ont à peu près aucune chance de s'en sortir vivants. Ils savent aussi que leur rôle est crucial pour le succès de l'opération. L'un de ces 10 hommes commet la faute de goût de survivre, et pire encore d'être fait prisonnier. Il sera conspué. Mais les 9 autres, on les appelle bientôt les 9 dieux de la guerre. La presse met en avant leur nom et loue leur gloire. Plus encore que les balles humaines de Shanghai, ils deviennent des symboles, dûment célébrés par l'armée et les médias. Caractère ponctuel mis à part, et la survie improbable du 10e homme, on est là en présence d'une forgerie idéologique qui présage de bien des aspects des futurs kamikazes 3 ans plus tard. Mais il faut y ajouter une dernière dimension tenant cette fois davantage à l'improvisation. À plusieurs reprises, des pilotes japonais dont l'appareil avait été touché et qui ne pensaient plus avoir aucune chance de s'en tirer, choisissaient de se projeter contre un navire ennemi ou un autre avion dans l'idée d'infliger le maximum de dégâts en mourant. Notons au passage que cette pratique n'était pas spécifiquement japonaise. Sur les fronts européens, cela eut lieu à plusieurs reprises. On ne peut parler de kamikaze en l'espèce car le choix se faisait individuellement et en improvisant. Le pilote, au départ de sa mission, ne partait pas avec la certitude de mourir, mais faisait lui-même ce choix sur le moment, quand toute opportunité de survie paraissait inconcevable. Ces comportements, quand on pouvait les connaître, dans le chaos de la bataille navale et aérienne, loin des caméras japonaises, cela n'avait rien d'évident, étaient bien sûr célébrés par les médias, d'autant qu'en certaines occasions, on avait pu constater que cette tactique pouvait infliger des dégâts redoutables. En certains cas, un unique avion bien placé pouvait à lui seul couler un porte-avions. On parlait dans ce cas de tactique du choc corporel, ou taille atali, et ces quelques exemples ont suffisamment marqué certains officiers pour les amener à constituer une véritable théorie du choc corporel. Finalement, c'est de là que découle à proprement parler le phénomène kamikaze. Ses prédécesseurs n'étaient donc pas des kamikazes, mais ces derniers faisaient techniquement la même chose. Simplement, mais c'est une différence essentielle, en partant spécialement pour se comporter ainsi, conformément aux ordres de leur hiérarchie. Sans nul doute, ces divers rapports ont contribué à ce que l'amiral Onoshi Takijiro soumette enfin le projet des unités d'attaque spéciale. Notons cependant que la théorie du choc corporel a eu une portée plus ample, en étant également étendue aux charges suicides souvent menées par les fantassins japonais quand la bataille terrestre était visiblement perdue, puisque se rendre était impensable. Les exemples ne manquent pas, ainsi à Iwo Jima. Même chose concernant ces soldats qui se jetaient sous les chars avec des ceintures de grenades, etc. On ne parle pas de kamikaze dans ces derniers cas, même s'il s'agit bien d'attaques suicides et dites taille atali. Mais le terme kamikaze, ou peut-être plus exactement celui de Tokkotai, de manière tout à fait officielle, peut cependant être employé dans différentes situations et recouvrir diverses catégories de personnes. Quand on dit kamikaze, on pense aussitôt à des pilotes d'avion. C'est la représentation la plus courante du terme, et sans doute à bon droit.
Cependant, les kamikazes, même au sens le plus strict, n'étaient pas tous des pilotes, et quand ils l'étaient, ça n'était pas toujours des mêmes avions. Les Zéros n'étaient pas les seuls appareils employés en pareil cas. On pouvait trouver aussi des appareils plus lourds, des sortes de bombardiers. Mais à l'autre bout du spectre, il faut mentionner les minuscules Hawker, des bombes pilotées, larguées par un bombardier et fonçant ensuite sur leur cible à une vitesse inouïe. Les Hawker étaient propulsés par un moteur fusée, même si une bonne partie de leur temps de vol pouvait consister à simplement planer, en théorie. Mais ces armes, en apparence inventives, n'ont cessé de faire la démonstration de leur inefficacité. Des dizaines, voire des centaines de pilotes sont morts à bord de ces appareils sans jamais faire le moindre dégât significatif à l'ennemi. Nombreux, en fait, étaient descendus avant même d'être largués par les bombardiers. C'en était au point où les Américains, qui avaient constaté une baisse drastique du niveau de formation des pilotes japonais depuis Pearl Harbor et Midway, au point de parler de chasse aux pigeons, désignaient ces armes censément redoutables par le sobriquet Baka, soit crétin en japonais. Mais les kamikazes ne se battaient donc pas que dans les airs. Dans la lignée des sous-marins de poche des 9 dieux de la guerre, les Japonais ont développé plusieurs armes navales réservées à des opérations suicides et dès lors intégrées au nombre des Tokkotai. Certaines, les bateaux-bombes de divers modèles, ont été régulièrement employés vers la fin de la guerre et parfois avec efficacité. En cela, ces bateaux se rapprochaient des avions kamikazes, ou du moins du premier d'entre eux. Mais d'autres de ces armes se sont avérées aussi inutiles et absurdes que les Hawker, les Kaiten, qui fonctionnaient sur un principe assez proche puisqu'il s'agissait de torpilles humaines. Les Kaiten ont été un des secrets les mieux gardés de la marine impériale à la fin de la guerre. Nul ne devait en parler, rien ne devait filtrer à leur propos. C'étaient pourtant des armes désastreuses. Là encore, quasiment aucun dégât significatif infligé à l'ennemi. Par contre, de très nombreux accidents à l'entraînement. Nombre de pilotes de Kaiten sont morts noyés dans leurs appareils mal conçus sans même être en mission. Appareils mis à part, les profils des kamikazes eux-mêmes étaient aussi très divers. Je ne saurais me livrer à une sociologie des Tokkotai, même si le livre contient quelques éléments en ce sens, ainsi concernant la part des étudiants parmi les kamikazes. Ils n'étaient pas majoritaires, environ un quart des effectifs, mais ils témoignaient d'une évolution significative à un niveau plus global. À mesure que la guerre s'éternisait, le Japon, qui n'avait plus guère le choix, a été amené à faire feu de tout bois. La présence de ces pilotes étudiants aura quelques conséquences notables concernant les témoignages que les kamikazes nous ont laissés, mais ça j'y reviendrai plus tard. Tenons-nous-en aux pilotes et à la question de leur formation. Comme dit plus haut, avant le déclenchement de la guerre du Pacifique, les pilotes japonais ne disposaient pas seulement des meilleurs appareils disponibles avec les fameux Zéros, ils étaient aussi parmi les mieux formés au monde. Ils n'engageaient pas le combat avant d'avoir effectué plusieurs centaines d'heures de vol, bien plus que toute autre nation. Par ailleurs, à cette première formation, il fallait en ajouter une seconde sur le terrain, car le Japon était en guerre bien avant Pearl Harbor, dans le contexte de la seconde guerre sino-japonaise, à partir de 1937. Que ce soit au regard de la formation initiale ou de l'expérience de la guerre, les pilotes japonais avaient plusieurs longueurs d'avance sur tous leurs adversaires et, au premier chef, les Américains. Les pilotes constituaient alors l'élite de l'armée nippone, et ils étaient révérés comme tels. Mais le conflit durant, le Japon a dû revoir ses ambitions à la baisse, et drastiquement. Plusieurs lois n'ont eu de cesse d'abaisser l'âge de la conscription. Le plus jeune des kamikazes, Araki Yukio, avait 17 ans. Une célèbre photographie le montre avec ses camarades guère plus âgés et tout sourire. Il tient un petit chiot dans les bras. La levée en masse ne permettait pas d'effectuer le moindre tri. Les étudiants ont été un temps protégés contre l'incorporation, mais cette politique a dû elle aussi être abandonnée. Si les étudiants en médecine ou en sciences dites dures, considérés comme vitaux pour l'avenir du Japon, ont été épargnés, ceux des autres disciplines, lettres, droit, sciences humaines, etc., ont dû rejoindre les rangs de la troupe, où leur statut antérieur de planqué ne facilitait pas exactement leur insertion souvent. Il existait encore des passe-droits à cette époque, mais généralement d'un autre ordre. On tendait ainsi à protéger un peu les soldats mariés, les fils uniques, éventuellement les fils aînés, et les fils d'officiers supérieurs. Le tri n'était donc plus à l'ordre du jour, le Japon perdant sans cesse du terrain sur tous les théâtres d'opération. Cela valait à l'évidence pour l'infanterie, l'armée qui consommait le plus d'hommes, mais aussi pour la marine et surtout les pilotes, en fait rattachés à l'armée ou à la marine, d'une importance essentielle dans le Pacifique. Concernant ces derniers, les heures de vol préalables à l'envoi sur le front ont donc été elles aussi drastiquement diminuées, jusqu'au point où on a peu ou prou décidé de s'en passer. Bien sûr, c'était vrai avant tout dans le cas des kamikazes. La première mission kamikaze avait été conduite dans les Philippines le 25 octobre 1944 par un jeune as du nom de Seki Yukio, commandant l'escadrille Shikijima. Les médias en ont fait un héros, mais lui-même, s'il avait bien sûr accepté les missions, comment refuser, j'y reviendrai,
avait fait part en privé de son scepticisme à l'égard de cette stratégie, et, à vrai dire, de sa certitude qu'il s'agissait là d'un absurde gâchis. Seki n'était pas fanfaron, mais il savait qu'il était un très bon pilote. On exigeait de lui qu'il meure alors qu'il aurait pu survivre pour livrer combat plus longtemps et faire bien plus de dégâts à l'ennemi. Mais il n'avait pas le choix. Quittant la base de Mabalakat après avoir partagé le saké avec ses hommes, il a conduit la première escadrille kamikaze au feu. Et c'est, semble-t-il, son avion qui, en s'écrasant sur le USS St. Louis, un porte-avions d'escorte, a coulé le bâtiment. La première attaque kamikaze, à cet égard, fut un succès. Mais le commandement a bientôt, mais trop tard, dû se ranger à l'opinion critique de Seki. Gaspiller des pilotes doués n'avait pas de sens. À vrai dire, les assauts kamikazes impliquaient aussi de gaspiller des avions qui, en si mauvais état fussent-ils, auraient pu servir plusieurs fois. La conscription visant toujours plus de monde, les exigences ont été revues à la baisse, et la formation considérablement écourtée donc, au point où elle ne consistait presque plus en rien aux antipodes de la situation de 1941. Au point en fait du cynisme le plus déshumanisant. On ne pouvait alors tout simplement pas entraîner les apprentis kamikazes avec de vrais appareils, soit en vol. Il n'y avait pas assez d'avions pour cela, on en avait autrement besoin ailleurs, outre qu'ils étaient dans un état toujours un peu plus déplorable. Les apprentis kamikazes à la fin de la guerre s'entraînaient donc au sol, sur des châssis de bois imitant grossièrement les cockpits. Le cours accéléré ne pouvait s'embarrasser de superflu. Ils n'apprenaient donc pas à se poser puisqu'ils n'en auraient jamais besoin. Leur première mission serait aussi leur dernière. Et d'autres aspects du pilotage étaient presque autant négligés qui ont grevé l'efficacité de ces ultimes kamikazes, lesquels avaient du mal à s'orienter et pouvaient donc perdre leur escadrille en traversant une couche nuageuse par exemple. Tandis que d'autres, au moment de se précipiter sur les navires ennemis et dans la panique, ne parvenaient pas à identifier leur cible, et s'écrasaient, sinon dans la mer et sans faire le moindre dégât, sur des Liberty Ships bien moins coûteux et cruciaux que les porte-avions qui constituaient le plus souvent leur véritable objectif. Il faut y ajouter un problème qui se posait dès le début de l'emploi des kamikazes ou presque, mais qui n'en est devenu que plus sensible à mesure que les mois passaient et que le niveau des recrues diminuait. Afin de causer des dégâts maximum, les avions suicides emportaient une bombe de forte puissance. Cependant, il était impossible de l'activer à l'avance. Les turbulences, sans même parler du décollage, risquaient bien trop de faire exploser l'appareil en vol. Le pilote devait donc armer sa bombe au dernier moment, alors même qu'il se précipitait sur la cible. On ne s'étonnera guère que de ce que nombre de pilotes, dans ces circonstances horribles, n'y pensaient tout simplement pas. Seul l'impact de leur avion dès lors faisait quelques dégâts, et certainement pas de quoi couler un porte-avions ou du moins anéantir son précieux hangar. Seule la bombe était en mesure de le faire. Ce problème se posait donc dès le départ, mais il n'en est devenu que plus fréquent à mesure que la formation des pilotes était revue à la baisse. Les kamikazes étaient donc globalement de moins en moins efficaces, et c'est peu dire. Autant de jeunes vies gaspillées pour un résultat nul. Mais il faut se poser cette question de manière plus globale. Toutes choses égales par ailleurs, la stratégie kamikaze était-elle efficace? En fait, il est difficile d'y apporter une réponse tranchée, d'autant qu'elle implique plusieurs paramètres très différents. Bien sûr, quelle que soit la réponse à cette question, au plan humain, c'est de toute façon une tragédie. Au regard des pertes colossales subies par l'armée nippone durant la guerre de l'Asie-Pacifique, soit plus de 2 millions de soldats tués, oui, sans compter les civils donc, les kamikazes peuvent donner l'impression de constituer une goutte d'eau, avec un peu moins de 4000 hommes morts en mission. Mais au fond, les chiffres ne nous éclairent guère en pareil cas, et l'institution kamikaze, même ainsi relativisée, avec beaucoup de guillemets, demeure horrible et un symptôme de la terrible destinée du Japon en 1944-1945. Mais s'il nous faut nous en tenir à la froideur et à la sécheresse des statistiques, bon, essayons. L'efficacité de cette stratégie sur le plan matériel était probablement au mieux douteuse. Le coup de maître de Seki Yukio, coulant le USS St. Louis dans les premières missions kamikazes, ne doit pas nous leurrer. Peu nombreux sont ceux qui ont réussi à faire autant de dégâts. Somme toute, très peu de bâtiments ont été ainsi coulés, et la plupart étaient d'un bien moindre tonnage que le USS St. Louis. Plus nombreux certes sont ceux qui ont été simplement endommagés, mais rarement au point que cela constitue un véritable handicap pour la flotte américaine toujours plus ample. Toutefois, en quelques occasions, la stratégie a pu paraître porter ses fruits, notamment en termes de vies humaines. C'est que ces navires pouvaient emporter un grand nombre d'hommes à leur bord. Le 11 mai 1945, 2 avions kamikazes s'écrasent successivement sur le USS Bunker Hill. Le porte-avions de classe Essex ne coule pas, mais il est sévèrement affecté et ne combattra plus jamais. Rapatrié aux États-Unis, il sera mis en réserve en 1946 puis désarmé. Mais surtout, sur le moment, se déclenche à son bord un incendie qui coûtera la vie à près de 400 soldats américains et en blessera gravement 300 de plus. Comme dans le cas du USS St. Louis, la stratégie peut alors sembler efficace, mais les cas de cette ampleur sont en fait bien rares.
Ils expliquent cependant le succès, à son tour redoutable, de cette stratégie sur un autre plan, celui de la psychologie des belligérants, ce qui en fait se dédouble en deux aspects. D'une part, les Américains, indépendamment des pertes relativement minimes que leur infligent les kamikazes, ont développé une véritable psychose à leur encontre. Ils se rassuraient comme ils pouvaient, évoquant en riant le tir au pigeon ou les baka, mais les kamikazes les effrayaient néanmoins et considérablement. Rien de bien étonnant à cela. Vous trouverez aisément sur le web des photographies proprement terrifiantes de kamikazes sur le point de s'écraser sur un navire américain, des photographies prises depuis le bateau visé. En soi, c'est éloquent, même avec la distance d'une photographie d'archive. Alors, sur place et sur le moment. Mais surtout, les Américains en retirent l'impression d'affronter des fanatiques. Nous aurons l'occasion de voir que ce n'était pas vraiment le cas, ou pas systématiquement du moins. Mais il y avait bien quelque chose de parfaitement épouvantable à l'idée d'affronter ainsi des adversaires qui, non seulement ne craignaient pas de mourir, mais choisissaient de le faire et avec un mépris de soi confinant à l'absurde, au service de leur patrie et de leur empereur. Comme on l'a vu, l'objectif initial des Japonais était pour partie de faire peur aux Américains, et sous cet angle cela a sans doute fonctionné, mais trop bien à vrai dire, et je n'y reviens pas. D'autre part, il faut envisager l'impact psychologique sur les Japonais eux-mêmes, car ce n'est pas la moindre spécificité des kamikazes que d'être tout à la fois une arme qui se veut redoutable et un outil de propagande hors norme. Ceci, même si le fanatisme dénoncé par les Américains était probablement bien plus ambigu qu'ils ne le pensaient. Mais cela implique plus globalement d'envisager le phénomène kamikaze au prisme de l'endoctrinement qu'il a fondé jusqu'à la déshumanisation. Les sources intellectuelles de l'endoctrinement conçu et entretenu par l'armée via l'école et les médias, j'en ai dit un mot plus haut dans cette chronique. Je suppose que je peux aussi vous renvoyer à quelques passages portant notamment sur l'ultranationalisme de mes chroniques sur l'histoire politique du Japon de 1853 à nos jours, d'Édith Dufourmont, et sur la pensée politique du Japon contemporain de Pierre Lavelle, éventuellement aussi sur le chrysanthème et le sabre de Ruth Benedict, mais dans son contexte bien particulier. Je suppose dès lors qu'il ne serait pas très utile d'en dire beaucoup plus ici. Relevons cependant à nouveau qu'il n'y a pas d'atavisme spécifiquement nippon à cet égard. Le fanatisme dont parlaient les Américains avait d'ailleurs ses limites, comme nous le verrons avec les témoignages des kamikazes juste après. Et de toute façon, il était le produit d'un endoctrinement délibéré et somme toute récent, un héritage du Japon de Meiji, qui a brodé sur le concept étranger du nationalisme en même temps qu'il accomplissait son industrialisation et sa modernisation à marche forcée. Tennocentrisme et Shinto d'État, main dans la main, et s'accommodant sous cet angle de modèles européens, ont posé les bases de cet endoctrinement via certains textes emblématiques, dont tout particulièrement important ici, l'admonestation impériale aux soldats et aux marins de 1882 et le rescrit impérial sur l'éducation de 1890. Ces deux textes illustrent d'ailleurs combien l'endoctrinement passait, pour une part non négligeable, par le bourrage de crâne. Les enfants devaient réciter par cœur le rescrit impérial sur l'éducation. Plus tard, les soldats durent faire de même avec l'admonestation aux soldats et aux marins. Dans les deux cas, il s'agissait de susciter des automatismes en bridant autant que faire se peut le libre examen, la possibilité même de la pensée critique. Et cet endoctrinement était particulièrement brutal. L'armée nippone, surtout, était d'une brutalité sans nom. J'avais été très marqué dans deux œuvres différentes par cette insistance sur la violence ahurissante de l'armée japonaise, en son sein même, j'entends. Le chemin de l'éternité, deuxième film de la trilogie de Kobayashi Masaki et la condition de l'homme, mais aussi le premier tome, L'enfant de la vie de Mizuki, bande dessinée autobiographique de Mizuki Shigeru. Et je suppose qu'il en va de même dans le deuxième tome, Le survivant, probablement plus encore en fait, faut que je lise ça très bientôt. Ils m'ont tous deux stupéfait, chacun dans son registre. Or il semblerait bien qu'il n'y avait pas la moindre exagération dans ces récits. La hiérarchie, principe fondamental de la mentalité japonaise, à en croire le fameux mais critiquable essai de Ruth Benedict du moins, organisait ici les sévices. Les officiers brimaient sans cesse les sous-officiers, lesquels brimaient les soldats de première classe, lesquels brimaient les soldats de seconde classe, lesquels, à défaut de trouver des souffre-douleurs dans l'armée puisqu'ils occupaient le rang le plus bas, se rattrapaient sur les civils ou les prisonniers de guerre. Le soldat montant en grade était ainsi récompensé des brimades qu'il avait subies par l'opportunité d'infliger ces mêmes brimades à ceux qui étaient désormais ses inférieurs. Et ce véritable système avait donc entre autres pour but d'annihiler toute pensée critique et d'aboutir même à une forme de déshumanisation radicale. On retrouve ici l'admonestation aux soldats et aux marins que les militaires devaient connaître par cœur. À la moindre erreur, même pas à la moindre hésitation, au moindre bafouillement, le soldat fautif était battu. Mais les occasions de battre les recrues ne manquaient de toute façon pas. Pour un oui, pour un non, des coups qui pleuvent, toujours plus et toujours plus absurdement. On ne compte pas, dans ce contexte, les soldats qui sont morts sous les coups de leurs supérieurs.
Mais outre la peur du gradé, la soumission et la haine étaient ainsi générées et entretenues jusqu'à devenir des automatismes, car il s'agissait de qualités jugées plus essentielles aux soldats que toute faculté de pensée critique. Il n'est pourtant pas dit que cela ait véritablement contribué à rendre l'armée impériale plus efficace. Et à la fin de la guerre, des études ont été conduites qui ont déterminé que nombre de soldats japonais avaient tellement souffert aux mains de leurs supérieurs qu'ils songeaient très sérieusement à les assassiner. Full Metal Jacket, c'est très gentil à côté. Cette brutalité endémique est au premier chef associée à l'infanterie, moins aux aviateurs. L'élite constituée par les premiers pilotes a pu y échapper, mais les recrues plus tardives et insuffisamment formées dans l'urgence n'y ont pas échappé. Mais l'endoctrinement en période de guerre ne se passait pas seulement par la brutalité au sein de l'armée, même si je n'ose pas dire qu'il se montrait plus subtil pour autant. Deux guillemets, c'est bien peu en l'espèce. L'épopée kamikaze, si j'ose dire, a d'emblée constitué un récit. Les médias présents quand l'escadrille Shikishima s'était envolée pour la première fois s'en sont emparés aussitôt et en ont fait un thème essentiel de la propagande destinée aux Japonais eux-mêmes. Entre octobre 1944 et août 1945, les kamikazes sont omniprésents dans la presse nippone ainsi que dans les films d'actualité. De ces derniers, 1 sur 2 environ était consacré au Tokuotai. Il faut y ajouter quelques longs métrages de fiction et évidemment propagandistes, au moins 3 ici décrits. Le récit colporté par ces médias, et tout particulièrement au cinéma, a pu évoluer. Par exemple, la dimension héroïque originelle, associée à des postures viriles, a progressivement été délaissée pour une image censément plus commune des pilotes auxquels devait pouvoir s'identifier le japonais moyen, certaines postures viriles étant dès lors jugées quelque peu vulgaires, comme cette photographie représentant un kamikaze chevauchant littéralement son avion, très populaire dans les premiers reportages, jamais reprise ensuite. Mais de manière générale, ce récit a très vite suscité une forme de rhétorique riche en passages obligés, pour ne pas dire en clichés, inlassablement repris. Les jeunes pilotes souriant tous ensemble, parfois les jeunes filles des collèges et lycées des environs saluant leur départ en agitant silencieusement des branches de cerisier ou en confectionnant pour les héros des poupées qu'ils emportaient dans le cockpit afin de garder jusqu'au dernier moment une rassurante présence féminine à leur côté. Et enfin, les morceaux de bravoure rituels, la gorgée de saké, le bandeau aux couleurs du drapeau ou le drapeau signé par les membres de l'escadrille, les lettres qu'ils ont pu rédiger, j'y arrive, les poèmes le cas échéant, puis un plan fixe sur les avions qui décollent l'un après l'autre, et souvent un dernier plan d'ordre symbolique, la fleur de cerisier qui tombe, d'autant plus belle qu'elle est éphémère, belle enfin et surtout dans la mort. Autant de mascarades certes utiles en matière d'histoire des représentations, mais qui nous en disent fort peu sur ce que les kamikazes eux-mêmes pouvaient bien penser de tout cela. Peut-on seulement en avoir une idée? Peut-être, mais non sans ambiguïté. Outre les témoignages de quelques kamikazes ayant survécu à la guerre, car le manque de matériel les avait empêchés de partir pour leur seule et unique mission le plus souvent, nous disposons de quelques écrits de kamikazes ayant effectivement péri en mission, ou à l'entraînement dans certains cas. Ce sont des documents fascinants, compilés notamment dans un livre intitulé en japonais « Écoutez ces voix venues de la mer » et qui paraît dès 1949. Note au passage, il existe un livre signé par le journaliste français Jean Lartigue, intitulé « Ces voix qui nous viennent de la mer », paru en 1969, et qui porte effectivement, du moins dans sa première partie, sur des lettres de kamikazes. Mais je ne sais pas quel est le lien exact entre ces deux ouvrages. La signature française me perturbe un peu à cet égard, il n'y a pas de nom d'auteur dans le livre japonais. Mais nous avons donc ces lettres. Leur maniement demeure délicat. Car avant de juger la sincérité des écrits des kamikazes, il faut tout d'abord se poser la question du caractère volontaire de leur engagement dans les Tokuotai. L'armée japonaise l'a toujours mise en avant, aucune ambiguïté la concernant, les recrues étaient toutes volontaires. Mais la réalité est forcément plus compliquée, ne serait-ce qu'en raison de la pression sociale. Les modalités pour se porter volontaire pouvaient considérablement varier, mais généralement, elles favorisaient une certaine émulation, pour le moins coercitive, qui empêchait toute décision véritablement personnelle. Souvent, cela passait par une sorte de vote à main levée, ou usant de quelque autre geste public similaire, un pas en avant par exemple. Et quand tous les camarades se portaient volontaires, il était assurément difficile de ne pas faire de même, en pesant bien les conséquences d'un refus. Certains de ces scrutins prétendaient prendre des mesures afin de garantir la sincérité parfaite de la démarche. Par exemple, les pilotes interrogés devaient fermer les yeux, sauf que le bruit des uniformes des camarades levant le bras ou s'avançant ne laissait aucun doute quant à leur choix. Dans un certain cas, on tentait de faire mieux, et les résultats demeurent impressionnants. Par exemple, un kamikaze de Kaiten, pas un pilote d'avion, du nom de Yokata Yutaka, ayant survécu à la guerre, raconta la procédure qui avait débouché sur son incorporation et qui relevait du vote à bulletin secret dans un isoloir.
Les soldats avaient la possibilité de ne rien répondre, ce qui signifiait qu'ils refusaient catégoriquement d'intégrer les Tokuotai. Un cercle signifiait que le votant acceptait de rejoindre ces unités, mais seulement en cas d'absolue nécessité. Deux cercles signifiaient que le votant souhaitait intégrer ces unités au plus tôt et sans condition. Certains complétaient même ce dernier choix par une mention manuscrite à leur nom, suppliant proprement les officiers de les choisir, car 2000 recrues étaient interrogés pour seulement 100 places dans les Tokuotai. C'est ce qu'a fait le témoin. Et 94% des interrogés de même. 5% émettaient la réserve de l'absolue nécessité, et 1% seulement refusaient catégoriquement. Ceci étant, j'imagine que, dans ce dernier cas, remonter au nom des véritables volontaires n'était guère compliqué, et donc identifier par élimination ceux très rares qui refusaient. Ce qui, bien sûr, n'était pas sans risque. Un pilote du nom de Kuwahara Yasui rapporte la scène qu'il a vécue en janvier 1945. Le capitaine Tsubaki livre le discours habituel sur la beauté du sacrifice, l'honneur de mourir pour l'empereur, etc. Puis il demande à ceux qui ne se sentent pas capables d'accepter cet honneur maintenant de lever la main. Silence, pas un geste. Puis une main se lève, une autre, 5 ou 6 en tout. Le capitaine insulte enfin ces couards et ces traîtres et les inscrit d'office dans les rangs des kamikazes. Ils partiront dès la première mission et bon débarras. La pression sociale est évidemment d'un grand poids. Tous ces exemples à leur manière en témoignent. Dans bien des cas, quoi que les soldats puissent en penser véritablement, il ne leur était tout simplement pas possible de refuser de se porter volontaire, et ce, sans aller jusqu'à la sinistre farce des désignés volontaires rapportés par Kuwahara. La question se complique peut-être un peu quand semblent jouer l'un contre l'autre divers pistons, allant dans le sens de l'engagement ou permettant bien au contraire de l'éviter. J'avais évoqué le cas des fils d'officiers supérieurs, etc. Certains ont bien été épargnés de la sorte. Mais la mesquine ruse du capitaine Tsubaki n'est sans doute pas un cas isolé. Les mauvais éléments, les individus idéologiquement suspects, pouvaient être favorisés pour intégrer les Tokuotai, et ils n'avaient quant à eux rien de volontaire. En fait, avec tous ces bémols, et c'est peu dire, le terme a quelque chose de mesquin, il semblerait bien que les kamikazes étaient dans leur grande majorité bel et bien des volontaires. Et dans ce groupe, sans doute la majorité était-elle sincère à cet égard. Le fruit de l'endoctrinement sans doute, alors prétendre qu'il s'agissait d'un choix éclairé. Mais les kamikazes ont écrit, et beaucoup, probablement plus que la plupart des soldats japonais. C'est qu'ils étaient doublement tenus de le faire. À un niveau intime, pour peser le poids de leur décision, mais aussi la justifier en leur âme et conscience, souvent au travers d'échanges avec les parents, dans l'idée évoquée par Takahashi Tetsuya dans son essai de changer leur peine en joie, mais aussi à un niveau public, en tant qu'instrument de propagande. La presse et le cinéma raffolaient des poignantes lettres et parfois des poèmes de ces jeunes héros. Des lettres pas forcément très sincères cependant, car forcément contrôlées, et plutôt deux fois qu'une, par la censure militaire, bien sûr. Les kamikazes en étaient parfaitement conscients, et cela a pu peser sur leurs lettres, encore que nous ne disposions guère de moyens pour faire la part des choses. Voici par exemple la lettre testament écrite par Matsuo Isao, un des tout premiers kamikazes, mort en mission le 29 octobre 1944 lors de la bataille des Philippines. Elle contient absolument tous les clichés de la rhétorique ultranationaliste et militariste, au point de constituer un modèle, une lettre type. Je cite « Chers parents, vous pouvez me féliciter. On m'a offert la chance d'avoir une mort superbe. Aujourd'hui est mon dernier jour. Le destin de notre patrie dépend de cette bataille décisive dans les mers du Sud, où je vais tomber, tels les pétales d'un cerisier radieux. Je vais être le bouclier de Sa Majesté, mourir d'une belle mort avec mon chef d'escadrille et mes amis. Combien j'aurais aimé être né cette fois pour frapper l'ennemi à chaque fois. Comme j'apprécie d'avoir la chance de mourir comme un homme, je vous suis profondément reconnaissant, à vous qui m'avez élevé, m'entourant de vos prières constantes et de tout votre amour. Et je suis aussi reconnaissant envers mon chef d'escadrille et tous mes supérieurs, qui se sont occupés de moi comme si j'étais leur propre fils, et qui m'ont entraîné avec tant de soin. Merci, mes parents, pour ces 23 années pendant lesquelles vous vous êtes occupés de moi et m'avez guidé. J'espère que ce que je vais faire maintenant pourra repayer au moins en petite partie ce que vous avez fait pour moi. Pensez du bien de moi, et sachez que votre Isao est mort pour notre pays. C'est mon dernier souhait. Il n'y a rien d'autre que je désire. Mon esprit reviendra vers vous. J'attends avec impatience votre visite au sanctuaire Yasukuni. Prenez bien soin de vous. Combien est glorieuse l'unité Giretsu des forces d'attaque spéciales, dont les bombardiers Suisei vont fondre sur l'ennemi. Notre but est de plonger sur les porte-avions ennemis. Des caméramens sont venus faire des prises de vue. Il est possible que vous nous voyiez au cinéma pendant les actualités. Nous sommes 16 guerriers aux commandes de bombardiers. Que notre mort soit soudaine et propre comme un cristal qui se brise.
écrit à Manille la veille de notre mission. Isao. Planant dans le ciel du sud, nous avons pour glorieuse mission de mourir en tant que bouclier de Sa Majesté. Les fleurs de cerisier brillent lorsqu'elles éclosent et qu'elles tombent. Tout y est, notamment le symbole de la fleur de cerisier, incontournable. Beaucoup des lettres des kamikazes sont du même tonneau. Elles manquent de personnalité car elles ne font que répéter une rhétorique sans cesse martelée. Elles sont le pur produit de l'endoctrinement aux fins de propagande. En tant que tels, les mots ici n'ont pas de sens. Ils sont une rhétorique au stade terminal, autant dire une succession creuse d'automatismes ayant réponse à tout. Ce n'est cependant pas le cas de toutes ces lettres, et certaines, tout en conservant cet état d'esprit général, font à demi-mot part des doutes du kamikaze sur le point de partir en mission. À terme, la conviction de la justesse et de la cause de la beauté du sacrifice l'emporte. Dès lors, cela convient très bien à la censure, sans doute consciente que ces lettres-ci sont plus humaines que celles se contentant de répéter le même modèle depuis Matsuo et Isao. Ça ne va pas forcément contre ses objectifs, au contraire, même si ça se trouve. Mais il y a d'autres lettres de kamikaze particulièrement fascinantes, et cette fois, elles ne s'accordent en rien à la propagande impériale, voire la démolissent purement et simplement. La censure n'aurait bien sûr jamais laissé passer de telles lettres, mais quelques rares kamikazes ont su la tromper en rivalisant d'imagination, souvent de ces étudiants recrutés dans les derniers temps de la guerre, a priori. Voici par exemple un extrait d'une lettre d'Uehara Ryoji, kamikaze mort à Okinawa le 11 mai 1945 à l'âge de 22 ans. Comme tous les autres pilotes, il avait laissé une lettre publique, vibrante de ferveur patriotique et alignant tous les clichés de l'exercice. Mais il avait signifié dans son testament qu'il voulait que ses parents héritent de ses livres, et avait laissé cette autre lettre, datée de la veille de sa mission suicide, dissimulée dans la couverture d'un livre d'histoire. Donc, je cite, « Il est clair que, quel que puisse être son succès momentané, une nation autoritaire et totalitaire sera toujours finalement vaincue. On peut le voir en ce moment, pendant cette guerre mondiale, avec les pays de l'Axe. L'Allemagne nazie et encore plus l'Italie fasciste ont déjà été vaincus. Tous les régimes autoritaires s'effondrent les uns après les autres, comme des bâtiments dont les fondations s'écroulent. L'universalité de cette vérité est en train d'être prouvée par les événements présents, comme elle l'a été par le passé. La grandeur de la liberté est éternelle. » Quoi que l'on pense des certitudes idéologiques avancées par le pilote, ce n'est à l'évidence pas le discours d'un ultranationaliste fanatique, désireux de mourir pour sa patrie et son empereur. Pour l'anecdote, ce pilote était un étudiant et le livre dans lequel il avait laissé son témoignage était dû à un historien japonais qui avait rencontré quelques difficultés avec les autorités du fait de son inspiration largement marxiste. Il avait échappé à la répression en écrivant des livres censément plus innocents aux yeux des militaires, dont celui-ci. Mais le ton chez ces dissidents avec des guillemets pouvait être très différent. Voici un extrait d'une lettre de Wada Minoru, kamikaze qui avait convenu d'un code avec ses parents pour leur communiquer des lettres échappant à la surveillance et à la censure, parallèlement à ces lettres officielles, dûment contrôlées et qu'il pondait scrupuleusement. Cette correspondance secrète a duré plusieurs mois, jusqu'à la mort de Wada le 25 juillet 1945, soit moins d'un mois avant la fin de la guerre, et ce, dans un accident à l'entraînement dans un kaiten. L'extrait qui suit est en date du 1er février 1945, et son ton est pour le moins dépressif, à 1000 lieues de l'enthousiasme supposé des kamikazes. Je n'ai plus besoin de rien. Toute consolation, tout encouragement ne sont pour moi qu'une occasion de me fâcher, surtout s'ils sont sous la forme de longs discours militaristes ou de harangues trompeuses. Quelle bande méprisable et médiocre. Ce que je souhaite en ce moment, ce sont des larmes, celles qui me faisaient pleurer en temps de paix. J'ai perdu ce cœur qui était capable de s'observer lui-même, sans le moindre artifice. Il est pratiquement certain que je vais donner ma vie à ma patrie avant que le printemps ne soit fini, mais cela, je n'en ai plus rien à faire. » Autant pour la ferveur patriotique. Et Wada, en d'autres passages, ne manque pas d'évoquer avec une ironie fielleuse les kamikazes ou leurs officiers, qui n'ont que l'empereur et la fleur de cerisier à la bouche. Cependant, ces hommes, et comme avant eux d'une certaine manière Sekiyukyo, même s'ils font part de leurs doutes, de leur désespoir, de leur colère, en définitive, montent quand même à bord de l'appareil qui doit devenir leur cercueil. Ces lettres existent et sont saisissantes, mais il est difficile d'en déduire quelque chose, tout particulièrement de déterminer si ces sentiments pouvaient être représentatifs d'un état d'esprit répandu chez les kamikazes. Mais en tant que tels, elles suffisent à démonter le mythe des fanatiques, en rendant le questionnement de la volonté et de la sincérité des membres des Tokkōtai encore plus complexe. Le sort de ces dissidents est tragique, mais pas forcément beaucoup plus que celui de leurs compagnons restés silencieux ou persuadés jusqu'à la dernière heure que leur choix avait été libre et était bel et bien le meilleur, à vrai dire le seul envisageable.
J'avoue tout de même éprouver une certaine sympathie pour ce Hanazono Shigeyoshi, rapidement évoqué, qui prend les commandes de son appareil le 6 avril 1945 en buvant du saké au goulot et, installé dans son cockpit, hurle à qui veut l'entendre « Bande de cons !» La question des kamikazes est aussi terrible que fascinante. Elle est aussi bien plus complexe que ce que l'on veut croire à vue de nez. Ce petit ouvrage permet d'approcher utilement le sujet. Bref et plus qu'abordable, il est aussi tout à fait sérieux et sourcé, et évite ainsi la tentation du récit. Sans doute n'est-ce pas une somme sur la question, mais du moins est-ce plus qu'une porte d'entrée. À vrai dire, une lecture passionnante et tout à fait recommandable.